Bonjour à tous et bienvenue dans Psyché, votre nouveau podcast 100% Swiss Made dédié à la santé mentale. Alors que la santé mentale devient un enjeu majeur de la politique sanitaire en Suisse et dans le monde, on a voulu plonger dans les méandres des troubles psychiques à travers des interviews, des témoignages, des récits de vie de nos patients, actuels ou anciens, de leurs proches, mais aussi de celles et ceux qui font vivre nos cliniques. Pensé et réalisé par les équipes des cliniques La Métairie et Grand Salève, ce podcast tentera de vous informer et de vulgariser, sans stigmatiser, sur les différents troubles psychiques que chacune et chacun peut croiser dans son parcours de vie. Vous pouvez retrouver notre podcast sur les plateformes d'écoute habituelles, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, et tous les liens sont disponibles dans la description. J'en profite pour vous inviter à vous abonner au podcast pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Laissez-nous aussi vos commentaires, vos questions, on fera de notre mieux pour y répondre, et bien sûr, laissez-nous de bonnes évaluations. Cela permettra d'améliorer le référencement et de faire en sorte que la visibilité du podcast soit encore meilleure. Aujourd'hui, nous recevons Sylvie Vuez, conseillère en addiction et coordinatrice de l'unité des maladies de la dépendance à la clinique La Métairie. Ensemble, nous allons parler du modèle Minnesota et de son application ici dans le programme des maladies de la dépendance. On va évoquer le programme dit des 12 étapes, le quotidien du patient, au cœur de notre structure, les activités que nos thérapeutes peuvent leur proposer, mais aussi le rôle important des proches dans ce chemin vers le rétablissement. On vous souhaite une bonne écoute de ce nouvel épisode de Psyché, votre nouveau podcast suisse sur la santé mentale. Bonjour Sylvie. Bonjour Guillaume. Merci d'enchaîner un nouvel épisode de ce podcast Psyché avec nous. Avec deuxième épisode pour toi. Donc aujourd'hui, comme on l'avait dit dans le premier numéro, on va plonger un petit peu plus au cœur du programme des maladies de la dépendance. Et tu vas pouvoir expliquer à nos auditeurs et auditrices le fonctionnement de l'UMD, donc l'unité des maladies de la dépendance, comment on y entre, quelles sont les démarches à faire pour les patients pour venir chez nous, et qu'est-ce qu'on y fait pendant et aussi après. T'es d'accord ? Je suis d'accord, bien sûr. Au sein même de la clinique, en fait, il faut savoir que l'unité des maladies de la dépendance, c'est dans une unité de soins à part. Tout à fait. Et qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps ça existe à la Métairie ? Alors, à ma connaissance, et j'ai demandé à Daniela Danis pour qu'elle me confirme, ce serait depuis 1986. D'accord. Voilà. Donc, tu parles de Daniela Danis. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, puisque son nom revient souvent dans nos discussions, tu en as parlé aussi un petit peu, je crois, dans le premier épisode, et c'est une personne importante dans le processus d'agrandissement ou de renommée, etc., de l'UMD depuis des années. Oui, tout à fait. Bon, elle l'expliquerait mieux que moi. Daniela Danis, elle était psychologue, elle est psychologue psychothérapeute. Elle travaillait donc depuis fort longtemps à l'UMD. Elle est arrivée, il y avait déjà Janet, qui était une conseillère en addiction comme moi. Et c'est là qu'elle a découvert le programme et tout ça. Et je pense qu'elle est aussi, comme moi, un peu tombée amoureuse de ce programme, de ce modèle. Et puis, elle est restée là très longtemps. Et puis, moi, il y a 25 ans, la première personne que j'ai rencontrée ici, c'est Daniela Danis. Elle était responsable du programme, comme moi aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et c'est elle que j'ai rencontrée pour la première fois lorsque j'ai voulu me former et venir ici en stage. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, donc, au sein de l'unité des maladies de la dépendance, combien de patients peuvent être accueillis en même temps à la Métairie ? Alors, en fait, il n'y a pas de nombre limité. La limitation, c'est le nombre de chambres, enfin, le nombre de lits. Donc, aujourd'hui, pour la majorité des patients, on les accueille en chambre individuelle et la clinique a un nombre limité de chambres individuelles. Donc, dans le nouveau service où on va entrer, à partir du 1er mai, il y aura 11 ou 13 lits. D'accord. Donc voilà, on a un potentiel de 11 ou 13, parce que 11 officiellement, et puis deux autres si on peut libérer certaines choses. D'accord. Donc en moyenne, 11 patients. D'accord. Et combien de temps restent les patients chez nous ? Alors c'est assez variable, c'est-à-dire qu'ils viennent de préalable pour 28 jours. Ça, c'est vraiment la norme. Et puis ensuite, on a un programme on a plusieurs programmes de post-sécu, peut-être que je t'expliquerai après, où là, la durée peut être variable
selon les besoins du patient, l'évaluation du thérapeute, et si le patient doit trouver un appartement, est en recherche d'emploi, ou encore des choses difficiles chez lui, et des fois il y a des gens qui sont en séparation et tout, on ne va pas le laisser dans la nature au bout de 28 jours, il peut faire une sortie progressive. D'ailleurs, soit il vient toute la semaine, mais il a des horaires vraiment plus adaptés à ses besoins. S'il a des entretiens avec les avocats, avec, les recherches d'emploi, n'importe quoi. Et on va s'adapter aux besoins du patient, mais il revient ici. D'accord. De façon, et soit il dort, soit il dort pas. Ça, c'est très personnalisé. Et chaque parcours patient va être différent, parce que chaque patient a des besoins différents. Et ça, c'est sur une durée indéterminée. Mais je pense que le maximum que j'ai vu, c'était 3 mois. D'accord. J'ai jamais vu au-delà de ça. 2 fois 3 mois, la même personne, mais de manière séparée, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a une raison pour le fait que le programme dure 28 jours ? Alors, pas vraiment. C'est, je pense, une expérience clinique, comme Daniela l'avait expliqué, qui fait que on a vu que pour avoir un bon départ pour être dans ce modèle-là, ils ont calculé 28 jours, mais il n'y a pas de... Je ne crois pas, en tout cas à ma connaissance, qu'il y ait de raison plus spécifique que ça. D'accord. Mais en tout cas, on pense que c'est, on va dire, un mois pour vraiment poser les jalons et les petits cailloux sur le chemin vers le rétablissement. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est peut-être que les gens qui vont nous écouter, qui ont besoin d'aide ou qui ont envie d'accompagner leurs proches, ou se disent peut-être, ah oui, le programme dure 28 jours et au 29e jour, je vais être guéri. Mais non, en fait, il faut bien leur peut-être expliquer que nous, on est là pour les accompagner, pour poser les bases. Et après, ça va continuer vraiment en post-cure, etc. C'est un travail sur le long terme. C'est pas se dire, je viens en cure et le lendemain de ma sortie de la métairie, tout va bien. Alors, ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Donc, en moyenne, on accompagne les patients au minimum 1 an. Et au mieux 2-3 ans, ça va dépendre pareil des profils, puis surtout de la volonté du patient. C'est vrai que très vite, les 28 jours, c'est vraiment les starting blocks. Oui. Ça suffit pour que les patients s'intègrent dans les groupes extérieurs, donc alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, etc. Et une fois qu'il a un parrain, qu'il a son rythme pour aller dans les groupes et tout, ils deviennent relativement vite autonomes. Souvent, on a plutôt là, j'ai rarement rencontré des gens, ça arrive, mais c'est plutôt rare qu'ils pensent qu'au bout de 28 jours, ils vont être guéris. Je crois que les proches sont relativement conscients de la gravité de cette maladie. J'ai plutôt l'inverse des proches qui disent, oui, mais il faut qu'ils viennent 2 mois, 3 mois, 1 an, parce qu'il y a des centres Minnesota où on reste entre 6 mois et 18 mois. Nous, on a des patients qui sont quasiment tous insérés socialement et professionnellement. Oui. Donc, ça ne nécessite pas un accompagnement sur autant de long terme. Ça arrive. Moi, j'ai envoyé un patient d'ici dans un autre centre vers Paris. D'accord. Et il s'en est très bien sorti parce que là, juste avec le programme, mais il faut dire qu'il habitait une ville d'où je viens d'ailleurs, où il n'y avait pas beaucoup de rétablissements, très peu de groupes, donc il n'y arrivait pas par lui-même. D'accord. Donc oui. Ok, alors ici on travaille on suit une méthode un peu particulière, donc on accompagne les patients vers leur rétablissement selon la méthode Minnesota. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la méthode Minnesota et comment ça fonctionne? Alors on parle plutôt de modèle Minnesota et on parle toujours d'un accompagnement basé sur le modèle Minnesota, parce qu'un modèle étant qu'il est adaptable, pas à souhait, parce qu'il y a des bases évidemment, mais tu veux que je fasse l'historique C'est pas trop long. Non. Moi, je peux te lire les 6 pages que je... Oui. Mais en résumé, vers les années 1930-35, il y a Bill et Bob qui ont créé les alcooliques anonymes, donc 2 alcooliques qui se sont aperçus ensemble qu'en discutant, ils n'avaient pas eu envie de consommer. Et ils ont créé comme ça les alcooliques anonymes. C'est un très très raccourci, on est d'accord. Et c'était assez magique. Donc, c'était un trader et puis un médecin.
Et ça a remporté un succès de dingue. C'est-à-dire qu'il y avait des conventions dans ces années-là, il y avait des milliers de personnes, quoi. C'était vraiment... Et il y a un psychiatre au Minnesota qui s'est aperçu de succès fulgurant, que des gens arrivaient à s'en sortir alors que jamais auparavant ils n'arrivaient à aider un alcoolique. Et là, ça les a beaucoup interpellés. Et du coup, lui, il a créé un centre de soins. Alors pareil, hein, je n'ai pas les termes exacts, mais en fait, en tout cas, il a créé un centre de soins où il a fait à la base le travail des 12 étapes des alcooliques anonymes. Et il y a greffé d'autres accompagnements où chacun a un rôle très bien défini. Et c'est ça qui fonctionne dans le modèle Minnesota, c'est que chaque personne doit avoir un rôle très défini. Comme ça, le patient sait exactement où s'adresser, pourquoi. Ça évite que beaucoup de choses soient répétées ou partent un peu, perdent de l'importance parce que ça a été dit 5 fois à la même personne et puis tout le monde n'a pas le même filtre pour traiter ce genre d'informations. Oui. Donc, c'est important que les informations aillent aux bonnes personnes. Donc, il a mis au centre du modèle les 12 étapes, et après, il a mis psychiatre, psychologue, et principalement en modèle Minnesota. Là, on va dire le point phare et le plus important du Minnesota, c'est que les thérapeutes sont des dépendants en rétablissement, formés à l'accompagnement. Et ça, c'est ce qui fait, je pense, toute la différence. C'est ce que disent souvent les patients, d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est que souvent, ils ont essayé d'autres choses avant, ailleurs. Mais quand ils arrivent ici, c'est en l'occurrence toi et tes collègues qui font la différence, en fait. C'est qu'ils peuvent s'adresser à quelqu'un qui a traversé ce qu'eux traversent aujourd'hui. Déjà, je trouve que ça leur donne, en général, c'est ce qu'ils transmettent, c'est que ça donne de l'espoir. De voir que si certains y sont arrivés, c'est ce qu'on leur dit. Si nous, on y est arrivés, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. On n'a rien de plus, quoi, à part qu'on a exactement la même maladie. Ouais. Donc ça leur donne beaucoup d'espoir. En général, ils n'ont jamais vu des gens rétablis. Donc, avec un métier en plus, puisque là, on travaille à aider les autres. Donc, ça donne beaucoup d'espoir. Ça fait aussi beaucoup baisser la honte. Parce que lorsqu'on parle de nos pires images, on partage avec eux, les nôtres aussi. Et quand on est soignant et qu'on partage ça, ça nous met sur un pied d'égalité. Donc il n'y a plus cette hiérarchie soignant-soigné qui sont des barrières souvent. Et puis la plus grande défense de la personne dépendante, c'est « tu ne peux pas comprendre, tu ne l'as pas vécu ». C'est difficile de me dire ça, c'est difficile de dire ça à certains autres de mes collègues qui, bien sûr, on a traversé. Et souvent je leur dis « vous pouvez tout me dire parce que… » Je pense que quoi que vous ayez fait, j'ai dû faire pire. Donc, et ça, je pense que c'est vraiment très aidant à ce niveau-là. Ouais. Alors après, je te propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, dans le cœur du programme. Admettons que je cherche à faire rentrer un proche ici à la Métairie. Comment se passe le process d'admission pour qu'un ou une patiente intègre le programme? Bon, ça c'est un parcours assez classique, on va dire. Je veux dire, déjà, la plus grande question, c'est savoir si ton proche veut vraiment venir faire une cure ici. Parce que c'est souvent le gros problème, c'est que les proches, eux, ont bien envie, ils ont entendu parler de la réputation et surtout des résultats qu'on a excellents. Mais des fois, le proche, il vient plus ou moins contraint. C'est ça la différence, c'est que inconsciemment, les personnes qui arrivent ici, 9 sur 10, ne le savent pas parce qu'ils disent qu'ils viennent d'elles-mêmes, mais en fait, ils sont plutôt contraints sous une pression professionnelle ou familiale. Donc, on va suggérer à ton proche, tu vas lui suggérer. Pour finir, peut-être qu'au bout de certains temps, il va accéder à cette demande parce qu'il voit qu'il n'y arrive pas. À partir de là, il faut appeler les admissions. Si possible le malade, mais ici c'est beaucoup les proches qui appellent. Dans les autres centres Minnesota, ils imposent que ce soit le patient qui demande. D'accord. Ce qui, je trouve, est une excellente chose, parce que quand c'est le patient lui-même qui fait la démarche, il y a plus de chances qu'on obtienne des résultats. C'est bien sûr qu'on a d'excellents résultats si le patient est compliant et fait ce qu'on lui demande de faire, quoi. Donc voilà, premier truc. Et puis après,
Le responsable des admissions me contacte. Moi, j'appelle ces personnes parce que je veux rencontrer la famille, mais surtout le patient, afin de faire une préadmission, d'évaluer déjà si la personne est vraiment volontaire de venir ou c'est qu'il en est dans son processus de demande d'aide. Et puis, j'explique surtout, parce qu'on a quand même un cadre relativement contenant, ce qui implique des règles. Les dépendants n'aiment pas tant les règles. Enfin, pour les autres, oui, mais pour eux, non. Donc, il faut qu'ils soient au courant parce que c'est quand même... Déjà, je trouve que c'est ultra stressant d'arriver en cure. Il y a la peur du manque, donc ils sont tous terrorisés d'arriver. Et d'arriver dans un lieu comme ça, quand on a déjà vu les têtes, le lieu et tout, c'est quand même plus sécurisant. Oui. C'est moins extraterrestre quand on explique certaines règles. Ils en ont déjà entendu parler et tout. À partir de la préadmission, moi, je vais donner des documents aux proches qui repartent avec certaines indications pour eux, le livre de Daniela Danis au cœur de la codépendance, qu'il y a les groupes Al-Anon qui existent, ou les groupes Coda ou Naranon, qui sont des groupes d'aide pour les proches de dépendants. Ensuite, je vais leur remettre une lettre qu'ils vont pouvoir remplir et puis le patient le lira plus tard. Il faut qu'ils nous la renvoient quand ils ont bien voulu la remplir. Ils ne sont pas obligés non plus. Et puis un petit fascicule qui explique un peu la codépendance et tout ça. D'accord. Donc ils ont la possibilité de venir te rencontrer et par la même occasion de visiter un petit peu la clinique, de voir l'environnement, le cadre naturel dans lequel on est ici. C'est ça. On a un parc quand magnifique. Même qui vaut le coup d'œil. Oui, alors que je leur fais visiter déjà les lieux, je leur présente les patients qui sont déjà en groupe. D'accord. Et après, je leur montre la salle à manger, après le spa. Et est-ce que parfois, justement, quand tu dis, tu leur présentes les patients qui font le programme, au moment où eux sont en préadmission, ça peut déclencher sur une personne plus ou moins réticente ou pas encore sûre de venir ici, de se dire, tiens, j'ai parlé 10 minutes ou 15 minutes avec les patients qui sont là et qui m'ont transmis quelque chose, ou c'est vraiment juste histoire de faire connaissance ou de leur montrer un petit peu leur quotidien? Certainement que s'ils avaient le temps de parler avec eux, certainement que ça ferait ça. Enfin, je l'espère. Mais non, c'est juste, je les présente, bonjour, au revoir. Juste qu'ils soient en contact avec les gens qui les aient déjà vus. Parce que les personnes dépendantes, on est très visuel. Et du coup, c'est rassurant qu'ils les voient déjà. Et puis après, on va voir la salle de sport, le spa, le parc. Et j'explique un peu, et j'explique les règles, qu'est-ce qui va se passer, quand, comment. Et surtout, principalement, faut rassurer aussi les proches qui ont bien de la peine à laisser ça peut être leur mari, leur femme, leur enfant, des fois leurs parents, dans un endroit inconnu. Oui, voilà, ça les rassure aussi, eux, de voir comment c'est encadré ici. Oui. D'accord. Donc, imaginons que le process se poursuive et que la personne arrive ici, son premier... À partir du moment où quelqu'un arrive à la clinique La Métairie, de quoi sont faits ces 28 jours Est-ce que tu peux expliquer un peu, peut-être pas rentrer dans les détails, mais justement, tu parlais de salle de sport, tous les types d'activités, les psychologues, les médecins, voilà. Comment s'organise un petit peu peut-être une journée type, mais si on peut en... Oui, je vais un peu résumer, parce que, mais ça va relativement vite. Tu parlais d'un cadre contenant, dans les faits. Oui. Alors, le cadre contenant, tu sais, on n'est jamais aussi libre que l'intérieur d'un cadre, mais ça va apporter de la sécurité et ça va contenir le manque, en fait. Donc ici, ils ne ressentent quasiment pas de manque, parce que justement, ils sont dans un cadre sécurisé. Et ça aide beaucoup à garder un calme à l'intérieur de soi, de se sentir en sécurité, du coup. Donc, quand ils arrivent, on va fouiller leurs affaires. On va les accompagner dans la chambre, on va faire un test d'urine pour voir qu'est-ce qu'ils ont consommé. Ils vont souffler dans l'alcotest, voilà. Ils viennent souvent avec leurs médicaments parce qu'ils ont des traitements X ou Y, donc ça, les infirmiers vont le prendre, ils feront le tri après, etc. On l'accompagne en chambre. Et puis, à partir de là, il y a le rendez-vous médecin du psychiatre, donc, qui va gérer le sevrage. Et puis, dès que la personne, si c'est de l'alcool, dès qu'il est à 0,0, il va être intégré dans le groupe directement. On essaie de faire ça le plus rapidement possible parce qu'on évite l'isolement.
La première semaine, ils n'ont pas accès à la télévision. En fait, pendant une semaine de sevrage, on va faire en sorte qu'il n'y ait rien qui vienne parasiter le travail intérieur. Donc, aucun parasite extérieur. Ils n'ont pas le droit à leur téléphone, aux ordinateurs, à la télévision, pas d'informations, pas ce genre de choses qui peuvent être aussi très anxiogènes. Donc, ils vont être centrés sur eux. Et pas de visite de proches non plus. Pas de visite non plus. Rien d'extérieur. Ils disent que c'est ce qui revient souvent dans les échanges qu'on peut avoir avec les patients qui sont ici, c'est que la première semaine, c'est vraiment un cap à passer. C'est vrai. C'est vraiment un cap à passer. C'est pas toujours évident pour eux, mais arrivé au 8e jour, ils se disent « Ah, là, il y a souvent quelque chose qui se met en place, en fait. » Oui, complètement. Déjà, il y a le sevrage, qui n'est pas évident la première semaine, de se sevrer de tous ces produits-là. Et puis, il faut savoir que le changement, c'est pas quelque chose de très familier non plus pour la personne dépendante. Donc, le temps qu'ils prennent des repères, qu'ils repèrent les visages, les horaires, il y a beaucoup de petites données, rien de compliqué, mais il y a quand même pas mal de petites informations. C'est comme quand tu prends un nouveau travail, quoi, pendant un moment, mais eux, ils ont une semaine pour le faire, quoi. Oui. Donc, il y a beaucoup. Souvent, ils dorment mal, parce que, voilà, c'est un sevrage. Donc la première semaine est souvent compliquée et je leur dis vous allez avoir envie de partir tous les jours et c'est normal, mais n'écoutez pas ça, c'est le manque qui parle et c'est la maladie qui veut que vous sortiez pour aller consommer. Ce n'est pas voilà. Non, au bout d'une semaine vous n'avez pas tout compris, vous n'êtes pas guéri non plus. Donc, je leur dis souvent faire un jour à la fois et de patienter parce que dès le 8e jour, comme tu dis, il y a quelque chose qui se passe qui fait que ils se sentent beaucoup mieux. Ils vont récupérer leur téléphone au bout le 8e jour, ou plutôt le 7e jour d'ailleurs. Je suis en train de le rectifier. Et souvent le lendemain, ils me disent oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'étais bien sans téléphone, quoi. Parce que c'est très fréquent. On devrait peut-être tous faire ça. Oui, tellement. Et chaque journée est rythmée, donc ils se lèvent à 7h le matin, donc ils sont toujours en groupe. Ils n'ont pas accès à leur chambre, hormis vraiment exceptionnel. Donc ils vivent vraiment en communauté. Et à 7h du matin, ils se réveillent par le chef de groupe. Il y a un chef de groupe. Après, ils vont au petit déjeuner. Quand ils reviennent, pour ceux qui ont des traitements, ils prennent leur traitement. Voilà. On va essayer aussi d'être attentif à sevrer certains traitements pour que le patient soit le plus proche possible de lui-même. Parce qu'on a quand même l'objectif d'être abstinent de tout produit psychotrope. Ils ont un petit groupe objectif, donc entre patients, où ils se fixent un objectif, puisque en Minnesota on vit un jour à la fois. Donc objectif qu'ils évalueront le soir, une fois qu'ils ont fini leur journée. Après il y a un groupe thérapeutique avec un thérapeute à 9h30. Ensuite il y a 2 heures où soit ils travaillent leurs étapes, parce que bien sûr on travaille les 2 premières étapes des alcooliques anonymes, la colère et tout ce qui est préparation de sortie, risque de rechute et tout ça. Ça c'est un peu le processus pendant les 28 jours. Ensuite ils vont manger à 12h. Alors, pendant ces plages-là, soit ils travaillent leurs étapes, soit ils voient le thérapeute ou le médecin, toujours quelque chose. Ensuite ils mangent. On mange très bien ici en plus. Il paraît, Ils vont manger. Ensuite, à 14h, ils ont une petite plage. Souvent, ils fument, donc ils retournent dans leur petit chez eux, ils vont fumer. Après, à 14h, il y a un nouveau groupe thérapeutique. Ça, c'est un groupe qui est plus ouvert, un groupe à thème, où c'est ouvert à la psychiatrie générale, donc à d'autres patients qui ont bien sûr aussi des problèmes de dépendance, mais qui ne sont pas encore à cette décision d'arrêter. Donc c'est le seul moment où ils sont mélangés. Après, il y a le sport. Le matin, j'ai oublié. Le matin et l'après-midi, il y a soit sport, soit spa. Tous les jours. Donc, le fameux réveil musculaire. Voilà. Ils ont tous les jours sport et 4 fois par semaine le spa. Le spa est la seule activité qui n'est pas obligatoire. Ils ont le choix d'y aller. Ce n'est pas mixte, donc ils ne vont pas au spa mélanger. Il faut le savoir. Et puis, à 14h, il y a ce groupe. Donc, 15h, soit le spa, soit le sport, soit un rendez-vous thérapeutique. À 16h30, ils ont à nouveau un groupe thérapeutique avec un thérapeute. Sauf le lundi où il est en autogéré. Sinon, il y a encore 1 heure de groupe thérapeutique. Après, ils ont une demi-heure de temps libre. Et à 18h, ils vont manger. Oui, je sais, c'est tôt, mais on est en Suisse. Donc, on mange tôt. Que ça se sache. C'est comme Ici, on mange tôt. Sachez-le. Voilà.
Et puis après, donc la première semaine, ils restent là. Donc il y a des CIP, donc ce sont des informations publiques, donc des groupes. Je fais venir alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, cocaïnomanes anonymes et dépendants affectifs anonymes. Donc ils viennent à 2, faire des témoignages, expliquer comment les groupes fonctionnent. Ou le mardi soir, il y a des témoignages. Donc là, c'est un patient en rétablissement qui a plus, en tout cas minimum plus d'une année d'abstinence, voire beaucoup plus, qui vient témoigner de son vécu, des outils qu'il a utilisés et de son rétablissement. Et tous les autres soirs, après la première semaine, ils ont des groupes à l'extérieur. Donc c'est un taxi qui vient les chercher. Qui vient les chercher ici et qui les emmène dans les groupes. Il y a Gland, il y a Nyon, il y a Genève, quasiment tous les soirs. Après, donc ça leur fait mine de rien des journées assez remplies. Oui, puis surtout remplies émotionnellement. Oui. Je pense que quand ils arrivent le soir, ils sont bien fatigués. Oui, normalement. En tout cas, ça balance que ça entre les activités, les travaux écrits, les entretiens. C'est vraiment des journées de travail. Ils sont vraiment uniquement concentrés sur le travail. Ils ne peuvent pas aller lire le journal, ce genre de choses. Après... le week-end, alors ils n'ont pas droit aux visites et pas le premier week-end de présence. À partir du deuxième week-end, ils peuvent avoir des visites. Il n'y a pas de visite la semaine. C'est pas possible parce qu'ils n'ont pas le temps, déjà, simplement. Et le week-end, ils ont aussi quelques activités, c'est différent. Donc, par exemple, le samedi matin, ils ont accès ils font voir un film thérapeutique, c'est-à-dire un film de Monsieur et Madame Tout le monde, mais qui parle de dépendance. Oui. Et normalement, ils en débattent avec l'infirmier présent ce jour-là. D'accord. Et puis, ils vont, bien sûr, ils vont aller manger. Et il y a l'activité sortie. C'est-à-dire qu'ils vont à Nyon, en ville. Ouais. Donc, toujours pas la première semaine. Mais la deuxième. S'ils veulent aller chez le coiffeur ou faire des petits achats, parce qu'ils ont toujours besoin d'un petit truc aux autres. Ouais. Et là, l'infirmier les accompagne, mais il ne les suit pas. C'est-à-dire qu'ils sont ils doivent toujours être par 2. D'ailleurs, ils doivent se déplacer toujours par 2, partout. Mais ils ne sont pas suivis par l'infirmier. C'est-à-dire que c'est autonome et ils se rejoignent à un moment donné. Puis après, ils rentrent à la clinique. Ouais. Ou bien sûr, ils vont quand même être testés. Oui, oui. Et je pense que ça les sécurise plus qu'autre chose. Et après, ils ont 1 heure de visite. Là, il n'y a qu'1 heure le samedi. Donc, c'est souvent pour les patients qui ont des proches pas très loin. Voilà. Oui. Et à 17h, les proches peuvent venir avec eux au groupe alcoolique anonyme de Nyon, ce qui est un groupe ouvert tous les samedis. Donc, souvent, les proches vont avec D'accord. Vont avec eux aux alcooliques anonymes du samedi. Et après, ils rentrent et voilà. Et puis le dimanche, il n'y a pas... Ça, c'est vraiment plus libre. C'est-à-dire, le dimanche matin, il y a la promenade, qui est vraiment une promenade nature, où même ceux qui sont en première semaine peuvent y aller. Oui. Et après, il y a la salle de sport qui est à disposition. Il n'y a pas le maître de sport, mais ils peuvent aussi y aller. Et après, il y a les visites. Donc, les visites le dimanche, c'est de midi à 17h45. Et ils n'ont pas le droit à plus de 3 visites par jour, parce que sinon, ils sont épuisés. La première semaine, ils sont vraiment... Même les 28 jours et même la première année, ils vont être très, très fatigués. Donc, c'est aussi un apprentissage de mettre des limites, d'être à l'écoute de soi et tout ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et ils ont une autre activité dont je n'ai pas parlé, c'est 2 fois par semaine, ils ont la psychomotricité. Oui. Avec un psychomotricien, pas facile à dire, que les patients adorent. Et ils adorent cette activité-là. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ouais, c'est pas mal déjà. Oui. Je voudrais juste faire un petit focus parce qu'on a commencé à parler des proches. Si tu pouvais nous faire un petit focus sur l'entretien de proches qui se passe pendant les 28 jours et qui revient souvent comme une étape, parmi tant d'étapes, mais une étape importante de leur séjour ici. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important que ça ? Oui, déjà, en 2 mots, donc nous, on va tenir beaucoup, beaucoup compte de l'environnement, parce que je pense que qui connaît mieux nos patients que leurs proches, personne. Donc, on va mettre l'accent là-dessus sur déjà l'entretien de préadmission. Après, courant 2e semaine, on a un entretien avec les proches. Et puis, il y en a un 2e à la préparation de sortie. Donc, les proches qui veulent revenir pour la sortie, ils reviennent. Alors, ils reviennent très souvent volontiers, quoi.
évidemment que s'il y a plusieurs proches, des parents qui sont très concernés, une conjointe, je vais essayer de trouver le temps pour recevoir tout le monde. Alors, ce qui est très très important dans cet entretien, c'est qu'il faut savoir le plus grand danger dans cette maladie, c'est le déni. C'est la seule et unique raison pour laquelle les gens rechutent. Tout le reste sont des déclencheurs ou des prétextes. Mais c'est le déni. C'est-à-dire que c'est la maladie où il y a le plus de déni, je pense, qui existe. Ça doit être lié à la honte. Et c'est un système de défense qui fait que la personne ne se rend absolument pas compte de sa réalité. Et même si les proches lui en ont parlé des milliers de fois, s'il n'y a pas une oreille témoin, ça va rentrer par un côté et ça ressort par l'autre. Donc le grand intérêt de cet entretien, déjà premièrement, c'est déculpabiliser les proches. C'est une vraie maladie. Ils n'y sont pour rien. Personne n'a le pouvoir de donner une addiction à quelqu'un. C'est un fantasme, ni rien ni personne d'ailleurs. Et puis donc, en tout cas, on essaye de leur expliquer qu'ils ne sont pas coupables. D'abord, il n'y a pas de coupable dans cette maladie. Tout le monde en est victime. Personne n'est coupable d'être malade. Et la deuxième chose très très importante, c'est que lorsqu'ils racontent les conséquences dans leur vie à eux de cette maladie, de leurs proches, pour une fois, ils vont entendre. Le patient va enfin entendre, va se rendre disponible à entendre parce qu'il y a un témoin et du coup, il est à l'écoute. Et il va enfin entendre les conséquences et les 3/4 des choses, il ne s'en souvenait même pas. Et puis, c'est souvent très, très fréquent où le proche dit « Mais enfin, ça fait 10 ans que je te le dis, mais ça fait 10 ans qu'il ne l'a pas entendu en fait. » Et la capacité à fuir la réalité est une grande capacité chez la personne dépendante. Et du coup, ça enlève du déni. Parce que, il y a le truc fréquent où ma relation, ça va très bien avec ma femme, elle est très soutenante, tout va bien. Puis quand cette fameuse épouse arrive, elle est sans dessus-dessous au bout de sa vie, elle est dans une souffrance extrême depuis très longtemps, elle a tout subi, tout vu, elle marche sur des œufs tout le temps. Et que lorsque le dépendant l'entend, en fait, la seule chose qui fait casser un déni à une personne dépendante, c'est de le mettre face à la réalité, mais surtout qu'il y a un témoin de ça. Ça fracasse le déni. Donc ça fait beaucoup, beaucoup progresser le patient. Et souvent, les proches ont peur de dire les choses parce que les patients dépendants n'aimant pas du tout la réalité, lorsque certaines personnes essaient de leur dire, ça devient souvent très virulent. Donc les proches n'osent plus trop dire les choses telles qu'elles sont. Je leur explique que ce n'est pas aidant si ils essaient de minimiser ou de masquer la réalité, quoi. Voilà. Et puis le troisième objectif, c'est d'expliquer la suite, parce que souvent les proches ils arrivent et disent mais la suite, nous tout ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce qui va se passer après. Bien sûr, ils sont dans un système d'urgence, ils ont peur pour leurs proches et là on va leur expliquer quelle va être la suite pour leurs proches, mais aussi je vais leur donner des outils à eux, de façon à ce qu'ils puissent ou alors vérifier s'ils les ont mis en place, vu que je leur en aurais parlé à la préadmission. Je vais demander, est-ce que vous êtes allé aux Alanons? S'ils ne connaissent pas, je vais leur expliquer ce que c'est. Donner le livre de Daniela Danis, Sauvegarde de la codépendance, qui est vraiment un livre extrêmement aidant, qui explique ça vraiment de façon extrêmement fluide. Je veux dire, c'est très aidant. Beaucoup de personnes me disent que ça les a énormément aidés de lire ce livre. Et puis je vais leur expliquer aussi, bientôt on va remettre en place un groupe de parole pour les proches ici. Ça c'est dans les projets, de remettre ça en place. Voilà ce que je leur explique. Et puis pour le proche, je leur explique les différents types de post-cure que nous avons. Super, c'est la suite. Donc si tu veux, parfait. Parfait. Oui, donc si on peut finir justement ça. Donc on a post-cure chez nous. On en a plusieurs sortes. Donc je t'ai déjà expliqué le post-A, c'est-à-dire la sortie progressive. Donc on va calculer un nombre de jours selon comme le patient peut ou veut faire. Et il revient, il n'y a pas d'interruption de son séjour. Après, il y a ceux qui habitent loin, et ça va être la post-cure, ce qu'on appelle 4 fois 3 jours. Sur une année, il revient tous les trimestres, en moyenne 3 jours. Mais s'il peut que 2 jours ou s'il peut 4 jours, c'est lui aussi qui décide un petit peu le temps dont il a besoin. Alors, c'est sûr que ce n'est pas une semaine, mais entre 2 et 4 jours, quoi. Et ça, tous les 3 mois en moyenne, pour faire une espèce d'immersion. Donc là, ils restent toute la journée avec le groupe qui est actuel. Et c'est très aidant dans le sens où ça leur permet de voir toute leur évolution.
Quand ils viennent au bout de 3 mois et qu'il y a des nouveaux dans le groupe, ils se disent « Ah, j'étais vraiment comme ça !» Oui, t'étais vraiment comme ça. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'au début, on leur fait faire une photo avec leur propre téléphone pour pouvoir voir un peu la différence. Hein. Et souvent, les patients, ils m'envoient leur photo au bout d'1 an. La photo de 1 an après et de quand ils sont entrés en cure. Waouh! On a vu dans le film que c'est vraiment très significatif, impressionnant l'évolution. Quoi. Et donc là, on fait juste une allusion au film documentaire de Pierre Morat. Oui, voilà, 28 jours et 11 mois. On vous mettra le lien dans la description du podcast, vous pourrez aller le voir. Il est disponible sur le site de la RTS en Suisse. Voilà. Donc ce fameux, et on voit dans le film une photo de Michel, donc un ancien patient de l'UMD. Et qui se regarde plusieurs années auparavant sur la photo le jour de son entrée à l'UMD. C'est vrai que la différence est frappante. Oui, puis là c'est plusieurs années, mais quand tu te rappelles la photo de Kevin, c'est à peine quelques mois plus tard, je veux dire, c'est pas la même personne. Quoi. Non, c'est et une récupération incroyable. Quoi. Donc ça porte vraiment ses fruits. Nous on dit qu'ils fleurissent quand ils sont ici. Vraiment, c'est impressionnant. Et donc, on va expliquer ça, donc le poste A. Ensuite, la 4 fois 3 jours, hein, jusqu'à qu'ils aient une année d'abstinence. Donc, ça, c'est surtout pour ceux qui sont loin géographiquement. Et la post-cure hebdomadaire, qu'on va remettre en place rapidement. C'est depuis le Covid, on l'avait plus ou moins laissé tomber, mais les gens ne pouvaient plus venir. Donc ça, c'est tous ceux qui ne sont pas loin. C'est inclus dans le programme, hein, c'est payé par le forfait. Ils viennent pendant 1 an, chaque semaine, 1h30 en groupe pour justement qu'on travaille tout ce qu'on peut rencontrer dans la vraie vie, quoi, avec une maladie comme ça. Et puis, il y a, ça c'est différent, c'est la mise à l'abri. Donc, on a un concept qui fait que du moment que le patient a fait les 28 jours chez nous, à n'importe quel moment de son rétablissement, à n'importe quel nombre d'années qu'il est d'abstinence, il peut dire « je me sens en danger, je viens de divorcer, je viens de me faire licencier » ou je ne sais pas quoi. Il m'est arrivé quelque chose. Voilà. Est-ce que je peux venir une semaine en mise à l'abri, en prévention, j'ai pensé consommer, ça me fait peur, est-ce que je peux revenir une semaine? Et on ouvre le cadre pour que ces personnes viennent ici... Voilà, le temps nécessaire à ce que, des fois, juste un bon rappel de la réalité, ça aide à remettre les personnes, à retourner dans les groupes et tout. Parce que, en fait, les groupes alcooliques anonymes et narcotiques anonymes, c'est à vie. Parce que c'est une maladie chronique qu'ils auront toute leur vie. Et le seul danger, c'est qu'à un moment donné, si on ne va plus dans ces groupes, on oublie qu'on est dépendant. Malgré toutes les horreurs qu'il y a pu avoir, les personnes oublient. Et tout d'un coup, la maladie dit « hop !» Puis juste un verre. Oh, ça fait 3 ans que je ne consomme pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas juste un verre? Et là, c'est la maladie qui parle, bien sûr. Et évidemment qu'ils ne peuvent pas, parce que c'est irréversible. Et ça finit par des catastrophes totales. Donc, en fait, les groupes servent essentiellement, entre autres, à maintenir le déni à distance. Donc, à maintenir la conscience que consommer n'est pas une option chez les personnes comme nous. D'accord. Et toi, d'ailleurs, tu les accompagnes aussi au groupe régulièrement? Tu y vas encore Alors, moi, j'y vais de manière personnelle, mais je ne dis jamais où je vais parce que... Oui. Mais je vais en France dans un groupe... Voilà. Et quand tu disais tout à l'heure, si les patients habitent près de la clinique, au niveau de la temporalité de leur post-cure, du nombre de jours qui viennent, il faut savoir qu'on a des patients, donc nous, la clinique se situe à Nyon, entre Genève et Lausanne, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a des patients qui viennent de Suisse, mais on a des patients qui viennent de France, mais de France lointaine, de Bretagne, du Nord-Pas-de-Calais, du Sud-Ouest, de Belgique. On a des Luxembourgeois qui sont un petit peu plus près de la Suisse, mais voilà. Donc il faut savoir qu'il y a quand même un éloignement, c'est vrai, qui peut être compliqué pour ceux qui doivent revenir après. Partout. J'en ai au Portugal, en Espagne, en Belgique, j'en ai partout. J'en ai en Grèce, j'en ai en Allemagne, j'en ai en Russie. Mais en même temps, même ceux qui sont prêts, s'ils se sentent et qu'ils ont envie de faire 3 fois 3 jours, ils peuvent. Ils le peuvent. Enfin, vraiment, c'est ouvert. Si le patient évalue son besoin et qu'il nous demande de l'aide là-dessus, on n'est vraiment pas fermé. C'est vraiment très important. Et c'est doublement aidant parce que lui, il se fait un rythme... une petite piqûre de rappel. Voilà, une bonne piqûre de rappel. Et pour les patients qui sont présents,
c'est un très très bon échange qu'ils ont entre eux d'expérience. Toujours cette histoire aussi de, comme tu disais, de parrain après. Oui. Voilà. Et puis c'est ce qu'on dit dans le programme, c'est que qui peut mieux aider un dépendant qu'un autre dépendant. Et ça n'existe pas. Donc entre eux, ils sont les meilleurs thérapeutes du monde, quoi. Donc ils partagent beaucoup de leur expérience et ça met tout le monde dans la réalité. C'est vraiment ultra aidant. Moi, j'adore avoir des post-cures parce que c'est un excellent moteur pour ceux qui sont là et qui commencent. Oui. Très bien. Voilà. Merci Sylvie. Merci. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu. On espère avoir présenté le programme de la meilleure façon qui soit. J'espère. Mais si jamais nos auditeurs, nos auditrices ont des questions, qui n'hésitent pas à nous contacter. Tous les liens seront dans la description du podcast. On vous mettra aussi la référence du documentaire de Pierre Morat que vous pouvez voir sur les différentes plateformes de replay. On mettra aussi peut-être un lien vers le livre de Daniela Danis. Oui, volontiers. Qui peut aider éventuellement pour ceux que ça intéresse. La récré parentale aussi peut-être. Et la récré parentale aussi. Et puis voilà, que dire de plus? Je te remercie d'avoir participé à ce deuxième épisode. Avec grand plaisir, merci à toi. Et puis rendez-vous à une prochaine fois. Avec plaisir, à la prochaine. Sylvie, au revoir. Merci Guillaume, au revoir.